Ah oui, donc nous, on essuie les plâtres. Ah. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du siècle vert. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique agricole commune. Et si on disait la vérité sur la PAC est le thème que nous avons retenu. Pour évoquer ce sujet, nous avons 4 invités. 2 économistes, Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste et vous venez de publier très récemment PAC et mondialisation, une politique européenne encore commune, point d'interrogation. Et Thierry Pouche, vous êtes économiste aux chambres d'agriculture. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et puis nous avons 2 élus. Jean Bizet, vous êtes sénateur de la Manche, président de la commission des affaires européennes du Sénat. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Allain, vous êtes agriculteur. Vous êtes vice-président de la région Bretagne et vous êtes aussi membre d'un comité de réflexion agriculture et stratégie. Pardon. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Jean-Marie Serroni, on sait déjà qu'il n'y aura pas de nouvelle PAC en 2020. Alors maintenant, c'est officiel. Enfin, on le disait depuis un certain temps que le délai ne le permettait pas. Et là, je crois que le fait déclencheur, c'est le Parlement européen qui a confirmé ce qu'il disait dans les couloirs, qu'il n'y aurait pas de délibération avant les prochaines élections. Thierry Pouche, donc ce sera le futur Parlement européen et le futur commissaire de l'agriculture qui s'occuperont de la prochaine PAC ? Ah oui, sans aucun doute, avec évidemment l'incertitude sur le Brexit, puisqu'on a appris il y a quelques heures que c'est probablement une sortie vers 2021 vers laquelle on s'achemine. Ce n'est pas 2019, mais la Commission accepterait de reporter la sortie. Donc ça va évidemment se répercuter sur... C'est-à-dire que le Brexit serait décalé, n'aurait pas lieu le 29 mars ? Voilà, exactement, oui. En échange de l'accord signé au mois de novembre, qui n'est pas renégociable pour la Commission, ils accepteraient de reporter d'1 an et demi à peu près la date officielle de sortie du Brexit. Donc il y aura des répercussions évidemment sur la politique agricole commune. Oui, alors c'est pas notre sujet, mais je vois pas très bien comment ça va marcher parce qu'ils vont être dedans, mais ils vont pas être candidats aux élections européennes. Voilà, ils vont pas avoir des députés. En fait. C'est toute la difficulté. Est-ce qu'ils vont envoyer des députés au Parlement? Est-ce qu'il y aura un commissaire européen britannique? C'est toute l'incertitude qu'on a. Alors je me tourne vers nos politiques. Jean Bizet, vous étiez au courant de cette information ? Pas particulièrement de la dernière ligne droite, mais si vous voulez, depuis 2 ans, au travers du groupe de suivi des négociations PAC au Sénat, nous suivons ça. Et il est bien évident qu'on imaginait une période de transition qui pouvait être renégociée et accordée par le Conseil, bien évidemment, pendant 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020, avec possibilité également d'avoir une deuxième période de transition, il n'y en aura pas 3, qui nous emmènerait au 31 décembre 2022. Voilà. Bon, ceci étant, avec nos amis anglais, chaque jour est un jour différent. Olivier Allain, ça veut dire qu'on ne va pas travailler la prochaine politique agricole commune avant plusieurs années ? Alors j'apprends comme vous là, à l'instant ce que vient de dire Thierry Pouche, donc c'est une donnée nouvelle, mais il est temps d'éclaircir parce que la question budgétaire est primordiale avec la sortie du Royaume-Uni qui privait l'Union européenne de quasiment 10 milliards d'euros, hein, dont une bonne partie pour l'agriculture, donc il est temps de clarifier. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je ne peux pas faire d'autres commentaires parce que je l'apprends à l'instant même. On est dans la politique fiction là, Jean-Marie Serroni. Alors, il y a 2 choses. Le fait que la PAC soit décalée de 2 ans, c'est ce qu'on dit, à peu près 2 ans, hein, donc démarrage 2023, c'est pas en soi un problème. On a déjà connu ça lors de la précédente réforme. Je crois que c'était 1 an, mais il y a eu un décalage. Donc ça, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de PAC, ça veut dire que la PAC actuelle est prolongée. Donc ça, c'est pas... Bon, administrativement, il y a des... Mais c'est pas très compliqué. Avec le même budget ? Alors avec les mêmes budgets annuels, vraisemblablement, la programmation, ça c'est pas très compliqué. Après, par contre, le fait que la période de transition avec les Britanniques dure plus longtemps, à la fois ça permet de s'adapter techniquement et de continuer pour les Britanniques à se préparer, mais effectivement il y a des impacts et des impacts d'anticipation qu'il faudra changer. Mais ça ne me paraît pas d'une complexité absolue sans être un grand spécialiste du Brexit. Bon, on aura une PAC
plus tard, en 2022, en 2023. Ça n'empêche pas qu'on peut commencer à travailler dès maintenant, ou en tout cas dès après les élections européennes. Donc quels sont les grands enjeux de cette future PAC? Thierry Pouche. Ils sont nombreux. Ils sont évidemment nombreux. C'est le sort qui va être réservé aux plans stratégiques nationaux. Ça me paraît fondamental. Non seulement parce que ça peut créer des différences entre les pays et donc une pression concurrentielle supplémentaire. Ça peut aussi occasionner une réflexion sur comment vont être validés ces plans stratégiques nationaux. Est-ce que ça va être en amont ou en aval une fois qu'ils auront été déployés dans chaque pays? Donc on a quand même beaucoup d'incertitudes. C'est évidemment les deux composantes, les deux piliers. Qu'est-ce qu'il va y avoir véritablement dedans? À quelle hauteur financière? Donc on a énormément d'incertitudes. Même si le cadre législatif a été proposé par la Commission, on est dans une incertitude totale. Et puis ça dépendra de la majorité politique de ce futur Parlement exactement, aussi. Oui. Jean Bizet, le Sénat votre commission vient de publier un rapport sur la PAC. Vous vous inquiétez d'un risque de renationalisation de la PAC, notamment à travers ces plans nationaux? On s'inquiète à plus d'un titre, si vous voulez, sur la PAC telle qu'elle nous est annoncée. Au-delà de la problématique Brexit qui implique la PAC uniquement sur un aspect du volet financier, c'est-à-dire aux alentours de 12 milliards d'euros. Mais la PAC telle qu'elle est annoncée, cette réforme, la 6e d'entre elles, est assez, je dirais, dramatique en ce sens où, par rapport à celle de 92, qui vous vous souvenez, nous étions partis d'une économie de marché à, je dirais, la réalité des marchés avec la volatilité des marchés, le retournement des marchés. Là, on est sur une toute autre approche. D'abord, une baisse conséquente de la ligne budgétaire, 43 milliards sur l'ensemble du cadre financier. Ce n'est pas rien. Bon, le gouvernement aujourd'hui dit oh, ça fait que 5%. 5% en euros courants. Si vous multipliez cela ou transformez ça en euros constants, premier pilier, ça fait du 12-15%. Deuxième pilier, 28%. Ce n'est pas rien. Deuxièmement, et c'est surtout là le plus délicat, sous couvert, je dirais, d'une simplification administrative, voire, je dirais, au travers d'une subsidiarité auquel les élus nationaux sont particulièrement sensibles, sauf que là, nous sommes dans une subsidiarité par excès. Et comme vous l'avez dit, monsieur, donc permettre aux différents États membres de faire des schémas avec une obligation de résultat, mais pas d'obligation de moyens. Si bien que, vous le devinez, la France, qui est toujours, si je puis dire, dans une problématique environnementale toujours très forte, va en mettre encore une couche et nous allons avoir, à mon avis, au bout de quelques années, une politique agricole commune qui ne sera que l'addition de 27 politiques nationales. Donc nous aurons, je dirais, des distorsions de concurrence au sein des 27. Et là, si vous voulez, par rapport à la réforme de 92, j'estime que c'est assez dramatique. Voilà pourquoi ce n'est pas plus mal qu'on la repousse de 2 ans. Moi, je suis tout à fait pour. C'est d'ailleurs une des recommandations de la proposition de résolution, parce qu'il faut impérativement revoir, je dirais, cette approche. Et quand on voit l'acceptation sociétale, ou plus exactement la pression sociétale en France est telle vis-à-vis des phytosanitaires qu'il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que nous vivons dans un marché unique, liberté de circulation donc des produits, qui seront produits différemment dans les autres États. Donc, si on veut, je dirais, avoir une politique agricole qui soit la volonté, entre guillemets, des Françaises et des Français, il faut revoir la façon dont on informe les Françaises et les Français. Sinon, autant supprimer les agences, on fera d'énormes économies. Olivier Alain, vous partagez cette inquiétude d'un risque de renationalisation d'une PAC qui ne serait plus commune? Alors, on la partage. 2, le fait que ce soit repoussé de 2 ans, je pense que c'est une bonne chose. Nous partons du principe agriculture et stratégie qu'il faut d'abord faire un bilan. Que ce qui a été conduit depuis les accords de Luxembourg du 11 juin 2003, c'est-à-dire une politique de dérégulation et de découplage, c'est un échec quelque part.
si on a un peu le souci de l'efficacité budgétaire, et on voit bien qu'aujourd'hui, en France, avec les Gilets jaunes, la question de la dépense publique, elle est remise un peu dans son efficacité, dans son équité, elle est remise au cœur de tous les dispositifs. Nous pensons qu'il faut d'abord une nouvelle politique de régulation, hein, parce que ce qui coûte le moins cher, c'est quand même de la régulation. Et je vais prendre un petit exemple, celui de 2016, quand la Commission a proposé en matière laitière de ressortir du marché près d'1 million de tonnes. Ça a coûté 150 millions d'euros. Ça n'a pas coûté très cher au sein de l'Union européenne, ça a permis de faire remonter les cours. C'est un dispositif volontaire, donc les quotas ils sont terminés, hein. Mais ça a permis de ne pas coûter cher, à l'inverse de la politique de stockage qui a entretenu la crise pendant longtemps et qui a coûté près d'1 milliard d'euros. Donc on peut associer efficacité budgétaire et remontée des prix. Donc première des choses, de la régulation. Et enfin le découplage, c'est la pire des catastrophes qui ait pu inventer un homme politique. D'ailleurs tous les autres pays l'ont abandonné, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine. Il faut redonner sens à l'aide publique et avoir des aides qui encouragent tantôt vers l'agroécologie, tantôt vers la production de protéines, tantôt vers peut-être la production ovine dont on est déficitaire. Mais il faut que ces aides-là font sens et orientent la production et arrêter d'être orthodoxe par rapport au mythe de l'OMC, enfin au mythe, à ce que nous proposait l'OMC en 1995, ou nous dictait plutôt l'OMC, à savoir il n'y a que le découplage qui a raison d'exister. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'affaire de l'olive, hein, où les Américains ont quand même gagné un procès sur l'olive espagnole qui bénéficiait d'aides découplées et qui considèrent que c'est une distorsion de concurrence. Donc je crois que nos deux fondamentaux, nous, agriculture et stratégie, un, c'est repenser la régulation, deux, donner du sens aux aides publiques et les rendre contractuelles, y compris pour l'agri-environnemental. Jean-Marie Serroni, on peut revoir la copie qui est déjà posée sur la table? Voilà, c'est la question, et je pense qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ce délai supplémentaire de sans doute 2 ans va permettre un point d'équilibre politique un peu différent au niveau de l'Union européenne? Et à mon avis, sur deux plans, le plan de la protection des agriculteurs. N'oublions pas que la PAC a été conçue il y a 50 ans, il y a 60 ans, dans un rôle de protection à une époque où nous avions des frontières. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus ces frontières, il n'y a plus ces barrières à l'entrée des pays. Et donc les agriculteurs ne sont plus protégés et la PAC n'a pas su s'adapter. Et aujourd'hui, est-ce que ce délai permettra d'aller sur des outils de gestion du risque ou de régulation modernisée, ce qui n'est pas dans la proposition actuelle de la PAC, puisque la proposition de Phil Hogan, en gros, ne change rien à la politique, je caricature, ne change rien à la politique, elle change le procédé de mise en œuvre. Donc est-ce que ce délai va permettre de se reposer des questions de politique agricole? Sur la question de la gestion des risques, je me dis, les pays de l'Europe du Nord ont connu une sécheresse cet été et ils ont vécu un phénomène auquel ils n'étaient pas habitués. Et ce qu'on entend dire à Bruxelles, c'est qu'ils frappent à la porte et ils se rendent compte que les revendications que portaient un certain nombre de pays, dont la France, de mieux assurer la protection, c'était pas aberrant puisque ils savent ce que c'est maintenant. Donc ça peut peut-être changer. Et le deuxième point d'équilibre, c'est ce qu'évoquait le sénateur Jean Bizet, c'est entre subsidiarité, décentralisation et renationalisation. Où est le point d'équilibre? On est peut-être allé un peu loin, on était trop loin au sens où Bruxelles décidait de tout. Là, on est peut-être allé un peu loin, enfin même vraisemblablement allé beaucoup trop loin, avec un risque que cette réforme de la PAC soit la dernière et que la fois d'après, ce soit une renationalisation totale. Est-ce que là, on arrivera à avoir un point d'équilibre et le futur Parlement aura vraisemblablement un rôle central sur cette question de où poser le curseur? Thierry Pouche sur ce point, et puis je crois que ce sera le dernier mot. Risque de renationalisation réel, mais on peut encore changer la donne? Ah oui, je pense qu'en fonction du calendrier qu'on a maintenant, en fonction de ce qui va se dessiner à l'issue des élections européennes, la configuration de la future commission, je dis régulièrement en plaisantant, mais qu'à moitié, qu'on pourrait très bien avoir le poste de commissaire à l'agriculture qui reviendrait à la France, ça peut aussi avoir un impact assez considérable, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos concurrents deviennent de plus en plus agressifs maintenant. Ça est le cas des États-Unis, bon, c'est le problème des olives espagnoles, mais ça peut se généraliser. N'oublions pas qu'il y a la Russie qui est extrêmement agressive aujourd'hui. Donc l'Europe est un peu prise en étau. Donc si elle ne redéfinit pas une politique agricole qui protège et qui dynamise ses producteurs, eh bien on court à la catastrophe évidemment pour l'Union européenne. Jean Bizet, l'Europe est agressée, mais elle est aussi très divisée.
Alors voilà le problème, c'est que politique agricole commune, il faut trouver des accords, des alliés, des alliances. Et l'Europe, c'est le temps long. Or, aujourd'hui, le temps économique va beaucoup plus vite que le temps politique. Et il faut être bien conscient, si vous voulez, c'est que quand on regarde les autres États, qui sont à eux tout seuls des États continents, les États-Unis, bien évidemment, l'Inde, la Chine, ils augmentent leur concours budgétaire à l'agriculture parce qu'ils ont considéré que c'était une activité stratégique. Il faut donc qu'il y ait une volonté, ou d'abord une prise de conscience très forte. Je dirais que l'agriculture est une activité stratégique. Or moi, ce qui me désole, c'est que je n'entends plus depuis déjà pas mal de temps la voix de la France à Bruxelles. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Un commissaire européen à l'agriculture français, c'est possible? Un président de commission. Juste génial, mais je reviendrai justement sur le discours du chef de l'État. On est au Salon de l'agriculture de samedi. Un discours qui a fait l'unanimité, avec 3 propositions. Personne ne met en doute l'ambition européenne du chef de l'État. Et elle a un peu contrarié ce qui s'est passé en Allemagne et en Italie, mais sur 3 thématiques très claires et très simples. Le renouvellement des générations, quand on a 50% des agriculteurs en Europe qui ont plus de 55 ans, c'est fondamental. La protection des agriculteurs face aux aléas, donc toutes les questions de régulation, et enfin aussi vers l'agroécologie. On ne négociera pas un budget Il a dit une part significative de la PAC doit être consacrée à l'environnement. C'est une bonne nouvelle et c'est une bonne stratégie parce que, encore une fois, quand tout le monde remet un peu en cause les dépenses publiques, de l'allier aussi à l'écologie, c'est une bonne chose. En sachant que... Les agriculteurs français ne sont pas forcément très chauds sur ce sujet-là. L'agroécologie n'est pas l'ennemi de la compétitivité. Et là, on a des dispositifs comme les MAEC, par exemple. On a fait une étude. Alors là, je prends ma casquette de vice-président de Région Bretagne, où on a un tiers de nos éleveurs bovins lait, bovins viande qui sont engagés dans des MAEC systèmes, avec moins de pesticides, moins d'intrants, et qui font plus de revenus. Donc ils protègent l'environnement, ils font plus de revenus. Donc je crois que cette voie agroécologique, c'est combiné, parce que la magie de la nature, avec des techniques de conservation de sol qui dépensent moins de carburant, qui protège les sols avec des couverts permanents, il faut aller vers ce modèle-là parce qu'il associe compétitivité et revenus des agriculteurs. Il ne faut pas le voir comme une antinomie, surtout pas, et c'est le seul moyen de maintenir un budget qui aujourd'hui est crispant un peu tel qu'il est proposé. Jean-Marie Serroni, je pense que vous avez envie d'avoir le dernier mot aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'avoir le dernier mot, mais ce que je me dis, c'est que la politique agricole commune, elle est visiblement à bout de souffle. Elle est critiquée par toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes aujourd'hui. Or, une politique est critiquée par tout le monde, elle est fortement menacée. Donc il faut avoir le courage, et je suis fermement convaincu qu'on a besoin d'une politique agricole commune. On a besoin d'une politique agricole, et je suis aussi convaincu qu'on a besoin qu'elle soit commune, et que nous, Français, premier pays agricole de l'Union européenne, on a intérêt à ce qu'elle soit commune, mais il faut oser la réinventer, et peut-être avoir le courage de dire qu'il faut une politique qui accompagne les transformations davantage qu'une politique qui soutient l'existant et soutient le revenu. Accompagner la construction du revenu, non pas en le soutenant directement, mais en accompagnant la transformation. Eh bien, merci à tous les 4. Merci Thierry Pouche de nous avoir donné cette information sur le Brexit. À suivre, donc, les prochaines semaines et prochains mois vont être déterminants pour l'agriculture française et européenne. Merci à tous. Merci. Merci. Je savais plus ce que je devais faire. Je savais plus si je devais m'arrêter.